La Panousse Foot, c'est l'émission du vrai foot. L'émission qui revient sur les dernières actualités footballistiques avec les spécialistes tarnais. Bienvenue sur La Panousse Foot. Amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour si vous nous écoutez en podcast. Nouvelle semaine, nouvelle émission et bien sûr nouvelles actualités sur La Panousse Foot, l'émission foot de votre région. Commençons par présenter les experts du soir, bien sûr. Donc le casting est magnifique, comme d'habitude. Le mot se répète chaque semaine. Le premier, salut Koucha, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va bien, bien. Pas de présentation là aujourd'hui, on y va cash. Ouais, c'est bien, on va à l'essentiel. Exactement. Le deuxième, Nico, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va impeccable. Geoffrey, est-ce que ça va? Et ça va super, merci. Bon, c'est le plus important. Donc, nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, nouveau point de débat. Cette semaine, nous avons une nouvelle fois un nouvel invité, puisque la semaine dernière, nous avons eu le président donc, de Pérennes pour le club du mois de février. Sachez qu'on récompensera également un nouveau club donc, ce mois-ci avec les experts. Et cette semaine, nous accueillons monsieur Marvin Mercier. Bonsoir à tous. Bonsoir Marvin. Gardien de but dans le temps. Eh oui. Entraîneur aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Parle-nous un peu de toi en quelques secondes là. Ton parcours, joueur, entraîneur. Bon, tout simplement, j'ai commencé à Albi tout comme bon tarnais. Puis ensuite, j'ai dérivé sur le milieu toulousain, aux Fontaines, plus précisément en 17 nationaux. Puis après, avec quelques essais surtout au Racing Club de Lens. Et ensuite, voilà, j'ai arrêté ma carrière de joueur parce que les blessures ont eu malheureusement raison de moi. Et puis voilà, maintenant mon plaisir est de coacher et de faire prendre plaisir aux joueurs. Très bien. Et ton parcours de coach, rapidement? Mon parcours de coach, j'ai commencé... Ça fait combien de temps, ouais? Ça fait 7 ans. 7 ans maintenant, j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans avec les U9 à Saint-Benoît. Ensuite, j'ai pris les U11. Les U11 à Carmaux, ensuite les U17 à Carmaux, les U19 à Marsac et maintenant depuis 4-5 ans, je suis avec la réserve des 17 nationaux à Balma. D'accord, et tu prends du plaisir. Voilà, c'est ça. Le plus important. C'est le plus important. Exactement. Messieurs les experts, monsieur Marvin est en commission expert, La Panousse Foot. Il est à vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. La première est toujours compliquée. Vas-y, je me lance. Marvin, du coup, tu as arrêté de jouer pour coacher exclusivement ou c'est vraiment le choix d'arrêter, c'est parce que tu en avais un petit peu marre? Non, moi j'ai toujours cet amour du foot, j'ai toujours envie d'être sur un terrain. Malheureusement, quand on subit 4 fois une rupture des ligaments croisés, fracture de l'épaule, fracture du nez, rupture des ligaments de la cheville, au bout d'un moment, on se dit que peut-être rester sur le banc, c'est peut-être la meilleure des choses que finir au bloc. Après, j'ai toujours cet espoir de reprendre. Toujours, ça passe par la rééducation. Maintenant, je connais. Et j'espère un jour, parce que je suis jeune, j'espère vraiment rejouer, quoi, parce que je sens que j'en suis capable et que j'ai les qualités pour continuer à haut niveau, comme je l'ai fait pendant 6-7 ans. Et du coup, c'est dans le coaching, tu envisages un avenir, c'est un avenir à haut niveau aussi dans le coaching, de percer ou c'est moi, pour le moment, ce ne sont pas forcément mes ambitions comme certaines personnes. Moi, je me projette pas sur le futur. Je veux prendre du plaisir au jour le jour et voir où on ira plus tard. Pour le moment, je suis heureux où je suis heureux avec les gens avec qui je travaille, les joueurs que j'ai aussi. Donc pour le moment, mon but n'est pas forcément d'entraîner en national, en Ligue 1, en Ligue 2. Moi, ce que je veux, c'est prendre le plus de plaisir possible. Et on verra ce qui arrive dans le futur. On voit par ton parcours que tu as eu un petit passage du coup par le monde professionnel et des installations professionnelles. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand même dans le foot amateur. Je pense à Cédric Fourré qui était à Tournefeuille,
à Mika Bertrand à Albi Marsac, à Geoffrey Domingue, à Castelnau-le-Cresse. Est-ce que pour toi, entre guillemets, c'est un peu plus une garantie de résultat d'avoir la rigueur du professionnalisme derrière soi? Maintenant, j'ai envie de dire que oui, c'est le professionnalisme passe avant tout. Moi, je sais que quand j'ai joué à haut niveau, c'était toujours le travail, le travail, le travail, le travail. Il y a que ça qui paye. Et au bout d'un moment, je vois de plus en plus de petits qui rêvent, de plus en plus de petits qui travaillent. Mais après, on sait que les chances sont moindres quoi, pour un joueur. Il y a 0,02% de chance à chaque génération de signer un contrat professionnel. Mais il faut quand même continuer. On l'a vu avec les parcours de Kanté, de Mahrez, voilà. Donc, De Savida. oui, voilà, des joueurs Sotoka. joueurs qui ont quand même joué en National 3, National 2, dans des clubs, voilà, c'est pas Chelsea, c'est pas autre. Mais ils ont continué, ils ont travaillé et le résultat, le travail paye toujours. Alors, bon, ta réponse est très intéressante, mais sur le coup, j'ai peut-être mal formulé ma question. C'est le fait, entre guillemets, d'avoir des coachs qui sont d'anciens, qui ont touché au monde pro. Est-ce que clairement, ça apporte une plus-value pour donner envie aux joueurs et apporter un plus pour les faire progresser? C'est ça que je voulais dire. Oui et non, parce que du coup maintenant c'est plus les mêmes générations, on n'a plus les mêmes façons de penser et de faire. Mais pour moi le oui, c'est qu'on a quand même l'expérience quand même du haut niveau, des préparations d'avant-match, enfin, voilà tout ce qui est préparation. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui porte le plus pour un entraîneur, c'est l'amour du football qu'on peut donner à ses joueurs. Qu'on soit peut-être quelqu'un qui n'a jamais joué à haut niveau ou quelqu'un qui a joué à haut niveau, si on n'a pas l'amour du football, on n'arrivera pas à transmettre notre passion à nos joueurs. Donc pour moi, c'est oui et non en fait. On l'a vu avec des Jürgen Klopp qui ont percé à haut niveau, qui n'ont pas percé à haut niveau et qui sont maintenant entraîneurs de grands clubs. Donc oui et non. Oui, il y a quand même entre guillemets le génie tactique et la philosophie qui apportent leur petite part d'incertitude supplémentaire. C'est ça. Oui. Ok. Donc là, Marvin, donc t'es plus joueur au moment où on discute là. Au moment où on discute, non. D'accord. Et t'as l'intention donc de reprendre rapidement. Oui. De toute façon, je vais me laisser une dernière chance parce que bon, ça fait beaucoup de blessures. Ça fait beaucoup de blessures. Donc, au bout d'un moment, on est un petit peu dégoûté. On a le mental un peu dans les chaussettes. Mais quand on aime quelque chose, on fait tout pour essayer de le récupérer. Et moi, jusqu'à ce que le chirurgien me dise non, tu ne peux plus jouer, ben, j'essaierai toujours de persévérer pour retrouver les terrains. Ça se ressent, ouais, t'es un passionné. Ah oui. Bah, après, je suis un passionné quand même. Je fais tous les jours 1h30 de route, enfin 3 heures de route du coup, puisque j'habite à côté d'Albi. Et je vais à Balma 4 fois par semaine. C'est l'amour du football, voilà. Quand on aime, on compte pas. C'est ça. Et est-ce que cette envie de dernière chance, ça pourrait passer par Balma, sachant qu'il est déjà du coup en tant que coach, et sachant aussi que c'est quand même entre guillemets un gros club, est-ce que tu pourrais vouloir plutôt un club un peu plus entre guillemets modeste pour essayer de recommencer? Je pense que pour le moment, c'est juste retrouver les terrains en fait. Que je joue en D2, en D3, en D6, voilà, ce que je veux, c'est retrouver les terrains, prendre du plaisir, partager voilà, des victoires ou des défaites avec les coéquipiers. Oui, ça me manque bien évidemment. Après, si j'ai une proposition d'un club à bon niveau, je sais que j'ai les capacités et la force mentale pour rejouer à haut niveau, j'en suis sûr. Ouais, dans un premier temps, reprendre où que ce soit et après avoir par la suite. Oui, si je reprends, je me prendrai pas la tête de toute façon. Donc on verra ce que réserve l'avenir. Je t'appelle après l'émission, je recrute. Il est beau ce Geoffrey. J'ai une question. Pourquoi être allé à Balma? Est-ce que tu n'avais pas de contact ici à Albi ou à Marsac ou à Saint-Jury? Donc, t'as pas eu de proposition? Non, vas-y. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Balma, certains dirigeants, comme l'entraîneur des 17 Nance ou l'entraîneur des 18, ce sont des personnes que j'ai connues aux Fontaines, qui m'ont connu vraiment petit. Le coach des 18, Kevin, on a joué ensemble. Le coach des 17, Eric, ben, c'était mon coach. Donc on a créé certains liens qui voilà, eux m'ont fait découvrir le haut niveau en 17 Nas. Pour moi, quand on m'a appelé,
j'ai pas hésité 10 ans, quoi. Et si j'ai eu des propositions des clubs comme Albi, mais ça m'intéressait pas forcément. Et ça m'intéresse pas forcément parce que le passé albigeois pour moi n'a pas été une réussite et le Tarbes n'a pas été une réussite pour moi. Donc et je me sens beaucoup plus à l'aise dans le milieu toulousain. Très bien. Il faut pas fermer la porte, on sait jamais, peut-être un futur projet un jour. Oui, de toute façon, comme j'ai dit, je ferme la porte à personne, tout est ouvert. Après, je suis vraiment heureux à Balma, ils m'ont fait découvrir de bonnes choses en tant que coach. Je suis quand même un entraîneur des 17 terrains, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien non plus, donc ça veut dire la confiance qu'ils ont pour moi et je ferai tout pour leur donner la confiance qu'ils m'ont donnée. Et sur la saison actuelle, là, quand je regarde votre classement, ça reste un petit peu serré si vous faites bien sûr comme d'habitude des séries, voilà, que ce soit négative ou positive. Voilà. Oui. Que penses-tu de ta saison là? La saison en fait est bizarre en soi parce que il n'y a pas une seule équipe à part Colomiers, je pense, le match aller qui nous a inquiétés. Ouais. Le problème qu'on a eu cette saison, c'est un cruel manque d'efficacité. Nous, quand je vois ce week-end, on a joué à 9 contre 11 et qu'on ramène un match nul de Hoche. Il y a 2 semaines, on joue contre Tarbes, on prend 2 tirs de but alors que nous, on touche la barre, le poteau, c'est sauvé sur la ligne. Cette année, en termes de jeu, on n'a pas à être déçu ou autre. Après, oui, c'est sûr qu'en termes de résultats, il y a une frustration derrière, bien évidemment. Hein. Moi qui suis un compétiteur, quand je regarde le classement, des fois, je me dis, bon, on va faire mieux, on va remonter. Après, une équipe réserve, c'est jamais évident. Ce week-end, on est parti à 12. Ouais. Donc, on essaye le plus possible de s'accrocher. Ouais, vas-y, termine. Et de toute façon, qu'importe le résultat, tant que mes joueurs à la fin m'ont dit Marvin, j'ai pris du plaisir pour jouer, c'est la satisfaction principale. Parce que moi, je vous ai vu jouer contre Albi, il me semble. C'était ça? Ouais, c'est ça, contre Albi. Au synthétique, vous avez battu Albi. Ouais. Ce qui était déjà une bonne performance si on regarde le classement. Comment t'expliques tu peux battre Albi, aller accrocher peut-être Castanet et tout, et être à cette position-là au classement? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manque d'efficacité quand tu vois contre Albi le but. Et ça, c'est à tous les matchs? À tous les matchs. Ah ouais? À tous les matchs. Ah oui, c'est. À la fin, tu vois, si tu regardes les scores, tu perds toujours de 1 but. Tu ne prends pas de valise. C'est toujours serré, ça se joue toujours à 1 but. Ouais. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu as 10 occasions et que bon, tu tires à côté, ou tu tires sur le goal, ou tu tires sur la barre, et que bon, toi tu fais une erreur, tu le payes cash derrière, il y a des saisons malheureusement où on manque de chance. Après, oui, c'est sûr que si le match contre Albi, si tu regardes bien l'ensemble du match, la victoire est méritée, mais tu mets quand même un but chanceux à la fin. C'est ce qui nous manque depuis le début de l'année. Donc, mais je fais confiance à mes joueurs et je sais qu'on fera une belle fin de saison. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? Oui. Moi, j'aurais quelques questions aussi, quelques points à aborder avec Marvin. Ouais. Déjà, Marvin, alors tu es un jeune entraîneur et tu as encore aujourd'hui la double casquette entraîneur-joueur. Quand aujourd'hui tu compares les deux fonctions, entraîneur et joueur, en tant que passionné de foot, quels sont les points de difficulté de chaque fonction et quels sont, à contrario, par exemple, dans le rôle d'entraîneur, des sources de plaisir et d'épanouissement que tu n'avais pas en tant que joueur? En fait, ce qui se passe, c'est que oui, c'est vraiment deux choses différentes. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que moi, je suis gardien. Et quand on est coach, on est dans son monde. Et quand on est gardien, on est dans son monde aussi. Donc déjà, je me suis pas trop... comment expliquer? Je me suis pas trop perdu dans le sens où voilà, on fait les choses seul. Quand on est gardien, on est dans son monde. Quand on est coach, on est dans son monde. Moi, les matchs, je les prends exactement la même chose que quand je suis joueur ou que quand je suis coach, c'est-à-dire déterminé à gagner, c'est-à-dire avoir de l'envie. Après, ce qui est compliqué maintenant en tant que coach, c'est que bon, je m'occupe d'une équipe réserve et c'est jamais évident non plus. Il faut que tous les petits qui descendent de national le week-end, il faut avoir envie ou autre. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais pas trop à la fois. Pas trop à la fois, puisqu'on a, en tant que goal et coach, on est dans son monde.
C'est vrai qu'effectivement, de par le poste de gardien, tu étais déjà un peu dans une fonction un peu spécifique. Donc finalement, c'est peut-être en tant que gardien, la transition elle est un peu moins violente quand on veut se lancer dans une carrière d'entraîneur. Oui, sûrement, je pense. Après, de toute façon, si on aime réellement le football, si on aime, on est passionné, il n'y a pas de difficulté à avoir, en fait, je trouve. Moi, je sais que directement, quand j'ai entraîné, ben, j'ai su que c'était fait pour moi. Je sais que j'aime ça, j'aime travailler avec les jeunes, les faire progresser, leur faire prendre du plaisir au football. Et, euh, et quand j'étais goal, ben, j'aimais faire plaisir aux spectateurs via les parades ou les sorties contre les attaquants. Donc voilà, il y a une petite différence, mais pas trop, quoi. D'accord, ouais. Après, une autre question, un autre point, souvent dans les débats alors, autour du foot, mais tous les sports, même dans les débats de société, à la Panos Foot, c'est une discussion qu'on a eu aussi souvent avec les différents entraîneurs, les différents éducateurs, c'est cette question de la nouvelle génération. Toi, Mhm. aujourd'hui, toi-même, tu es jeune, mais tu as pour responsabilité de coacher vraiment la catégorie en fait, qui représente le plus la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Hein. Oui, 16-17 ans, on est sur les fins de l'adolescence, jeune adulte. Donc, C'est le fameux débat, ça. T'as alors, raison. c'est le fameux débat qui revient souvent, donc souvent avec ce sous-entendu, cette idée derrière que la jeune génération, elle est un peu moins impliquée, elle est moins motivée, elle s'engage un peu moins dans le temps. Mhm. Quel est toi ton regard sur tout ça qu'est-ce que toi, avec ton rôle, tu essaies de mettre en place justement pour arriver à mieux les impliquer, les intéresser, tes joueurs? Ben, moi qui ai eu la chance de jouer à haut niveau et d'entraîner là à haut niveau, donc j'arrive quand même à faire une grosse comparaison, c'est-à-dire qu'avant, moi, je prends un exemple, on m'envoyait en équipe 2 ou 3 ou jouer avec la réserve, je m'en foutais. Le plaisir, c'était d'être sur le terrain et de jouer 90 minutes et prendre du plaisir et gagner. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Là, maintenant, je trouve que les jeunes, grâce à la télé, etc., sont plus forts techniquement, plus forts peut-être tactiquement ou autre. Maintenant, ce qui change, et je le vois par rapport à avant, c'est le mental. Le mental, c'est-à-dire que nous, à l'époque, on nous piquait. Moi, je sais que j'en ai vu des vertes et des pas mûres dans le football. Et Mhm. bien, en fait, ça me rendait beaucoup plus fort. Et je trouve que maintenant, s'il y a un petit truc qui va pas, et bien, ça lâche complètement. Ça lâche complètement. Et je trouve que nous, maintenant, on est plus un apport mental envers les joueurs que tout ce qui est réellement tactique, etc., quoi. Donc maintenant, moi, je sais que quand je coach, c'est plus l'aspect mental qui compte vis-à-vis de mes joueurs. De pas lâcher, parce que mais je l'ai vu cette saison aussi. En début de saison, on prenait un but, on lâchait, alors que je sais qu'à l'époque, on prenait un but, mais on en mettait 2 ou 3 derrière. Et quand les jeunes, malheureusement, n'arrivent pas à leur objectif, ils lâchent les bras. Et Ouais. c'est le problème que je trouve qu'on n'avait pas avant. Et toi, de ton Oh, côté, tu as des éléments pour expliquer un petit peu cette fragilité au niveau mental qui est peut-être un peu plus marquée qu'avant? Ben, le problème, c'est que plus on grandit, plus les générations sont différentes. Donc, je pense que via les réseaux sociaux, via la télé, via plein de choses, Ouais, je on n'avait pas pense. tout ça. Hein? Ouais, voilà, nous, On on n'avait n'avait pas pas tout tout ça. C'était ça. tiens dehors avec tes collègues, joue le ballon et Ouais, va, exactement. va dans la cité, quoi, tu vois. Hmm. Maintenant, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est télé, tout ce qui est. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça tue certains joueurs, quoi, qui ont la capacité de bien faire. Et moi, je pense que c'est la différence entre eux et nous avant, quoi. Ouais. après, Et pourtant, je trouve qu'ils ont plus de qualité que moi j'avais à l'époque, quoi. Enfin, que nous on avait à l'époque. Ouais. après, il y a certaines équipes, même encore de notre génération, qui ont un certain problème niveau mental d'équipe en adulte, hein. C'est ça. Surtout en Ligue des Champions. On visera personne. Non, voilà, je ne nomme personne, hein, bien sûr. De Bon, toute mais là, façon, à ce niveau-là, il faut des coachs spécifiques. oui, Ah après, ouais, là c'est des psys, là, psy 4. Ouais, ouais. de toute façon, de tout temps, en fait, entre les quatre leviers de performance dans le sport, le physique, la technique, le tactique et le mental, de tout temps, dans le foot notamment en particulier, le mental et la psychologie, ça a toujours été le pilier le moins fort et le plus fragile. Et effectivement, d'après ce qu'on
on constate tous, avec la nouvelle génération et avec l'évolution moderne, ça semble être encore plus le cas. Donc, peut-être, je ne sais pas, au niveau des formations des coachs, par exemple, ça soit au niveau du district, de la ligue, de la fédé, etc., est-ce qu'il y a plus de sensibilisation par rapport à cette gestion plus humaine, plus psychologique ou non, pas plus que ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Pas plus que ça. Et moi, je reviens sur ce que tu dis, c'est que je fais le parallèle avec l'ancienne génération où nous, on a grandi, comme tu disais, on allait jouer à la cité, on allait jouer à les compètes toute la journée. On a eu des parents qui sont d'une autre génération aussi, où le sens du travail, ils étaient fiers de leur travail, ils nous avaient inculqué des valeurs de fierté et un certain ego qu'ils n'ont plus forcément. Où justement, quand on te pique, tu réagis parce que tu veux montrer que tu es capable de faire, alors que c'est plus la génération zapping. Et donc, écoute, ça va pas, je passe à autre chose et je vais voir ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut. C'est que maintenant, on sait que le foot à haut niveau, ou maintenant le football dans sa globalité, le mental, ça fait 70% de la chose. Ah ben ça, c'est sûr. On peut être un très 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 bon joueur, être au-dessus, mais si mentalement on a le mental d'une huître, il vaut mieux arrêter et se consacrer à autre chose. Parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est le monde des bisounours pour certains. C'est le monde des bisounours et non, en fait, la réalité des choses, c'est que pas tout le monde peut devenir professionnel. Ça, c'est sûr. Et le problème, c'est que s'il y en a qui ne sont pas professionnels, et bien bam, ça arrête le football. Alors que le football est un plaisir avant tout. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question. Quand tu vois, parce que c'est ça, on parle de réaction ou de faiblesse pendant les matchs, mais moi, je le constate aussi régulièrement aux entraînements où il faut remobiliser les gars, il ne faut pas qu'ils se découragent, etc. Est-ce que tu as des méthodes que tu emploies pour remettre en valeur les joueurs ou leur donner de la motivation quand tu vois qu'ils commencent à lâcher? Moi, je leur prends un petit peu un exemple que quoi qu'il arrive, par exemple, si aujourd'hui ils sont avec moi, mais peut-être dans 2 ans, ils seront à meilleur niveau ou autre. En fait, c'est pas le présent qui compte, c'est l'avenir. Il faut toujours travailler, quoi qu'il arrive. Ils peuvent être en équipe 2 avec moi, mais s'il faut, dans 2-3 ans, ils seront peut-être avec la Nationale 3, chose que j'ai connue. Il y a quelques joueurs, 1 ou 2 joueurs que j'avais en 19 équipe 2, qui sont maintenant dans le groupe de Nationale 3. Je prends exemple aussi sur ces joueurs que j'ai eus, pour leur dire, regardez, eux, ils étaient avec moi, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Certes, une saison de 17 nains, c'est toujours compliqué à digérer quand on n'est pas dans le groupe, mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là et la porte est ouverte. Que du jour au lendemain, j'ai quelques joueurs qui étaient avec moi cette année, qui sont montés dans le groupe NAS et qui ont fait des matchs à national. Donc je m'appuie aussi sur cet exemple-là. Et ce qui est bien, c'est la complémentarité qu'on a avec Eric. C'est que s'il y a un joueur qui est vraiment au-dessus avec moi, il finit avec lui. Donc c'est aussi un exemple et aussi la bonne entente entre les coachs. Ouais. Qui compte, parce que si les petits voient que les coachs n'entendent pas ou quoi que ce soit, c'est toujours compliqué. Donc moi je leur dis que le présent ça ne veut rien dire et qu'ils sont jeunes, encore 16-17 ans, c'est très jeune, et que rien n'est fini dans la vie, mais qu'il faut continuer à s'entraîner et ne rien lâcher. Quand tu dis Eric, c'est Eric Herriot, c'est ça toujours? Oui, Eric Herriot, oui, c'est ça. Ok, je vois très bien, on lui passe le bonjour en tout cas. Et désolé, j'ai une petite question. Vas-y. Je vais attaquer les questions qui piquent un petit peu maintenant. ouais, vas-y. La première, elle va pas trop te piquer à toi, mais c'est pour savoir parce que moi, j'accompagne beaucoup d'arbitres qui démarrent qui commencent leur formation donc sur des matchs du 15-17. Ouais. Et quand du coup je suis confronté aux autres clubs et je vois que dans beaucoup de clubs, les éducateurs ont beaucoup de difficultés avec l'entourage, c'est-à-dire les parents. Ouais. Est-ce que justement toi, est-ce que t'as pas des mecs qui te mettent un peu la pression pour que le gamin aille jouer avec les nationaux, tout ça? Non. On a la chance à Balma de pas forcément avoir, surtout moi, cette pression-là. Ils savent que quand ils signent, ils savent dans quoi ils s'engagent, ils le savent très bien. Et que voilà, c'est pas le parent qui joue, c'est le joueur. Donc nous, forcément, moi je sais très bien quand mes joueurs, je leur dis, voilà, les parents, j'ai pas envie de leur parler. Si vous jouez pas, moi je donne l'explication, mais ça sert à rien de faire venir les parents. Et ça, ils le savent très bien. Nous, on a la chance de pas avoir de problème sur ça. Je sais que d'autres collègues coachs ou autres,
c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout un peu à bas niveau. Ouais, encore pire. Ouais, encore pire. Donc bon, ça va, j'ai la chance de ne pas avoir de problème sur ça. Ok. Et si... Parce que moi j'aime bien parler, vous le savez. Non, mais de toute façon, là, on a fait un petit peu le tour. Moi, j'ai une question hors Balma, rapidement. Oui. Je sais que tu es du coin, et je vais quand même te poser cette question-là parce que j'ai envie de savoir un petit peu la vie de tout le monde. Que penses-tu, toi, de la fusion Carmont-Saint-Benoît? Carmont-Saint-Benoît, ben, tant bien, j'habite à Saint-Benoît. Non, mais je sais, mais qu'est-ce que tu en penses? T'es favorable à ça ou pas? Moi, je suis Quand tu vois- favorable. Quand tu vois les clubs, comment ils sont maintenant? Si tu veux, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, tu sais, quand j'ai commencé à entraîner, j'étais dans cette fameuse entente Saint-Benoît, Carmont, Le Garric. Oui, bon, le Garric, je les ai pas mis parce que ça a l'air compliqué. Ouais. Si tu veux, le problème qu'il y a, et moi, je l'ai vécu en live, c'est que tant qu'il y aura cette ancienne génération, bornée, têtue, Ouais. tu ne pourras pas avancer dans le football. Surtout que là, de plus en plus, on le constate. Carmont, qui était il y a 7-8 ans, ben, moi qui ai joué aussi à Carmont, on était un R2. Ouais. Il y avait des gros joueurs, il y avait Mika Bertrand, il y avait Bien sûr. il y avait une équipe de ouf. Et On en a quand parlé avec lui la dernière fois. quand tu regardes aujourd'hui, ben, qu'il n'y a plus personne, que c'est le bordel, et que Saint-Benoît, ils essayent de faire leur maximum avec des dirigeants compétents, ben, pour moi, je suis pour que cette fusion ait lieu. Mais après, c'est toujours pareil, tu le sais, et vous le savez autant que moi, c'est les égos de certaines personnes. Mais maintenant, je pense que pour l'avenir du foot en général, et surtout du foot tarnais, on est obligé de passer par des fusions. Ouais. Ah oui, Si on veut un minima progresser. Parce que quand je vois qu'il y a 4 gamins U11 à Saint-Benoît, 5 gamins U17 à Carmont, enfin, pourquoi ne pas tout regrouper? Et le problème, c'est qu'avant de penser à sa propre personne, il faut avant tout penser à la relève et aux petits, en fait. Et tant qu'il y aura des petits bornés. Même des clubs que l'on pense bien structurés et tout, par exemple, je vous prends un club où j'étais avant, par exemple la Grave, va fusionner l'année prochaine. Oui, Voilà. parce que ça passe que par ça, de toute façon. Ouais. On l'a vu avec l'entente à SPTT Marsac. Ouais, le Covid aussi, ça a mis une claque à beaucoup de clubs. Hein. Bien sûr. Mais SPTT Marsac aurait dû être encore plus étendu parce qu'à la base, ils négociaient pour fusionner avec aussi l'US. Oui. Oui, mais après, on sait comment c'est les guerres de clochers. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ça a toujours été compliqué. Mais bon, après, j'espère On a participé à ça quand on était jeunes. J'espère que le foot tarnais va augmenter un petit peu. Je vois qu'il y a quelques clubs qui représentent bien le Tarn au niveau régional. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont les rejoindre. Bien sûr, on le souhaite. Après, ce que je vais faire un jour, je pense que je vais inviter le président de Saint-Benoît, le président de Carmont et le président du Garric et faire une émission spéciale fusion. Et mettre les dossiers sous la table, là, sur la table plutôt, et qu'on mette ça, les choses au clair, parce que j'entends beaucoup de choses et j'aimerais que... Moi, en tout cas, je suis favorable. Bon courage. Ouais, bon courage, mais quand tu vois que le Garric va peut-être descendre, Saint-Benoît peut-être aussi, Carmont aussi, le mieux, ce serait ça pour moi. C'est la meilleure solution. Bien sûr. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Surtout une ville comme Carmont, excuse-moi. Mais comme tu le sais et comme tu dois le voir dans différents clubs, le problème qu'il y a actuellement, c'est que les jeunes sont pour. Si tu regardes Saint-Benoît, Carmont, le Garric, ils sont tous potes. Tous potes. Mais les guerres de clochers, des anciens, oui, tu te souviens, moi, dans les années 40, on jouait contre... Ah, mais non, on s'en fout maintenant. Ton club, il est mort, le Carmont, il est mort. Mais au moment donné, il faut avoir la dalle et envie de reconstruire quelque chose. Allez, je clôt le dossier, je vais balancer les invitations dès demain. Voilà. Allez, juste une petite question à ce propos-là. Toi qui es bien placé, justement, qui a bien connu le foot tarnais, qui connaît maintenant un petit peu le foot sur l'agglomération toulousaine, souvent on dit que dans la région Occitanie, pour les départements limitrophes de Toulouse, c'est difficile un peu d'exister.
C'est-à-dire les moyens financiers ne sont pas les mêmes, les structures, les organisations ne sont pas aussi costauds que sur le Toulousain. Et ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui les classements, et ça depuis déjà pas mal d'années, les classements régionaux, en fait, il n'y en a que pour Toulouse et les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Toi, est-ce que du coup, tu fais, en ayant connu un peu les deux pôles, est-ce que ton constat est le même? Est-ce que tu as des solutions ou des explications à ça? Moi, je pense que déjà, il n'y a pas la même populace. Mais pour moi, je trouve que c'est un état d'esprit, en fait. Moi qui ai connu le Tarbes et différents clubs, comme Albi, comme l'US et tout ça, quand je compare au club toulousain où j'ai été et où je suis, la mentalité n'a rien à voir. Et c'est ce qui fait problème. Je sais que moi, à Albi, je trouve ça bizarre qu'à Albi, je n'ai jamais réussi et que sur le Toulousain, j'ai réussi en tant que joueur. C'est qu'il y a un problème quand même. Moi, je sais qu'à l'époque, après, je ne sais plus maintenant parce que j'y suis plus trop. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était beaucoup les copains des copains qui jouaient. C'était beaucoup ci, c'était beaucoup ça. Et ce qui fait, c'est que la mentalité, quand on voit, on a beaucoup de joueurs d'Albi qui viennent sur le Toulousain, beaucoup de joueurs d'un peu partout qui viennent sur le Toulousain. C'est qu'il y a peut-être un souci aussi de mentalité et de façon de faire. Après, oui, je l'entends que le Tarn, c'est souvent je joue avec les copains. Mais si on a un minimum d'objectifs, il faut aussi passer par l'esprit un petit peu compétition pour faire progresser les choses. Et je pense qu'il manque un petit peu de ça dans le Tarn ou certains clubs. Donc, ce n'est pas qu'une question de moyens financiers. Et toi, ce que tu as constaté, c'est qu'il y a une question aussi, une différence de mentalité entre les clubs toulousains et puis les clubs, alors Tarnais, mais Tarn-et-Garonne, Gers, c'est un petit peu pareil un peu dans tous les départements. Après, oui, après, bien évidemment que l'argent, il fait beaucoup. Ouais. Un bon joueur dans le Tarn, on va peut-être y proposer 300 €, que dans le Toulousain, on va y proposer 1100 €. Ouais. Maintenant, on le sait très bien. Et que maintenant, il y a beaucoup d'escrocs dans le football qui ne pensent qu'à l'argent. Et je pense que c'est ce qui tue aussi notre football amateur, c'est l'argent. Comment ça se fait que moi, j'ai entendu écho et que certains clubs, en district ou même en R3, payent des joueurs. Des joueurs à 300, 400, 500, voire 600 €. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je sais que moi, à mon époque, il y avait pas autant d'argent. Donc on verra. J'espère que les choses, au moins pour le Tarn, va s'améliorer. Pour clore l'interview, Marvin, est-ce que la saison prochaine... Oui, mais on a beaucoup de choses aussi à dire. Est-ce que la saison prochaine, tu dois toujours à Balma? Oui, la saison prochaine, je serai toujours à Balma. Ouais, avec la même équipe? Oui, avec la même équipe. Oui, avec la même équipe. Attention, à Paris, il y a une place qui va se libérer. Hein. Non, moi je suis bien où je suis. Je suis bien où je suis. Oui, je resterai à Balma et pas qu'un an. Bon, ok. Merci pour ta franchise en tout cas. Merci à vous. Merci Marvin. Geoffrey, allez, je te laisse dire ta dernière question. Ma dernière question qui pique. Un jeune, moi qui ai joué, qui grandit sur la région toulousaine, dans la catégorie jeune, on sait que Balma a une réputation quand même d'aller entre guillemets piquer les bons joueurs aux autres clubs plutôt que s'axer vraiment sur une formation, vraiment sur leur formation. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus et comment vous, en tout cas à U17, qui est vraiment entre guillemets le tremplin avec les 19 nationaux et seniors, vous vivez ça au quotidien? Moi, je sais, cette question, elle me fait un peu rire parce qu'on me la répète souvent. On fait des blagues souvent. Ouais. Nous, on ne va chercher personne. Ce sont souvent les joueurs ou les gens qui nous contactent pour venir. Nous, on n'est pas de ce style-là. On a la chance d'avoir des équipes à haut niveau. C'est ce qui aide aussi à avoir l'attractivité au niveau des joueurs. Et je sais que nous, par rapport à ça, on est loin de piquer des joueurs par rapport à certains clubs. Ce qui est sûr. Et moi, je trouve qu'au niveau de notre formation est bien, puisqu'on a quand même quelques joueurs qui sont en 17-9, qui sont là depuis les U13. Donc, je pense quand même depuis les U13 jusqu'à U17, je pense que notre formation est bonne. Oui, bien sûr. Après, c'est juste le point de vue. Ça, c'était avant, Geoffrey. Non, mais c'est aussi pour lui une manière. Enfin, pour lui, quand je dis pour lui, à travers qui rencontre le club,
aussi se faire un peu mettre en valeur aussi le travail qu'il fait au quotidien, parce qu'on sait très bien que c'est plus facile de critiquer ceux qui réussissent sur les résultats plutôt que de féliciter le travail qui est effectué au quotidien. Donc, non, on a la chance d'avoir de très bons éducateurs en jeunes et c'est ce qui fait notre force aussi. Après, j'entends bien sûr votre question qui est normale quand on voit qu'il y a quelques joueurs qui viennent chez nous. Mais après, quand il y a les détections, voilà, nous, on a quand même des joueurs de Paris qui viennent venir faire les détections. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse attractivité. Mais on se base souvent sur notre formation. Et c'est grâce à ça que ça fait quelques années maintenant qu'on a le maintien en 17 NAS. Allez, c'est parfait. Merci ta franchise une nouvelle fois. Merci à vous. C'est bon. Merci déjà d'avoir répondu à l'invitation, Marvin. C'est normal, déjà, c'est très bien ce que vous faites au niveau de votre radio et je suis content d'y participer. C'est gentil. Merci en tout cas pour tes conseils. Merci à vous. Allez, on va maintenant, Marvin, tu vas participer bien évidemment avec nous sur les points de débat qu'on a échangés là-dessus. Premier point de débat, on y va cash, on y va franco parce qu'on n'a pas trop communiqué là-dessus. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, quand je parle bien sûr du PSG, est-ce que l'été 2022 à Paris sera-t-il un tournant pour vous? Je vous écoute. Dépend. Pourquoi, Nico? Ça dépend parce que s'il reste toujours la même clique entre guillemets dans les tribunes, ça changera rien. Ils vont changer 2-3 joueurs en se disant c'est la formule miracle, ils vont mettre 300 millions sur la table. Mais c'est une clique qui a toujours pas compris que le PSG, que gagner des titres, c'est pas que en mettant des millions. Il faut des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot le maillot du PSG pour faire honneur à ce maillot. Je pense à des joueurs qui ont plus ou moins leader comme Mamadou Sakho, comme Blaise Matuidi, qui aujourd'hui sont peut-être un peu vieux pour rester, mais c'était un peu le symbole des joueurs qui ont envie de se mouiller, de se donner à fond pour le PSG. Et c'est ce qu'il n'y a pas forcément totalement aujourd'hui, à part quelques-uns comme Mbappé, mais la plupart ils s'en foutent. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, d'après ce qu'on entend, les dernières informations que l'on a, il y aura un gros changement en 2022. Déjà, bon, est-ce que Mbappé va rester ou pas? Donc ça, c'est la grande question. Mais bon, ils vont quand même... Nasser, on sait que peut-être il va partir, Leonardo aussi. Donc ça va être un gros changement. Pochettino, bon, j'en parle pas parce que c'est sûr, comme tu dis. Voilà. Mais tiens, Geoffrey, toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer? Non, mais je te parle des personnes. Non, mais les personnes après... Moi, je suis même pas sûr que... Je pense que Pochettino va partir, mais à l'heure actuelle, j'en suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr parce que faut trouver la personne qui va vouloir venir déjà à sa place. Ouais. Et vu comment ça se passe, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde non plus qui a envie de venir à moins de prendre un billet, toujours pareil. Oh, il y a de l'attractivité quand même encore. Hein. Oui, quand même. Financièrement, t'inquiète pas qu'il y aura des candidats. Ouais. Mais tant que la direction, le message de la direction est clair, l'important c'est pas de gagner des matchs. Hein. L'important c'est de vendre des maillots. Donc, tant que ils sont plus dans cette stratégie-là, c'est vrai que gagner des titres. Cette stratégie-là, tu pourras faire ce que tu veux. Tant que les dirigeants, entre guillemets, l'institution, vendre les maillots sera plus importante que la composition et l'état d'esprit qu'il y a sur le terrain, ça ne changera pas. Geoffrey, toi qui es supporter parisien, je parlais avec un collègue tout à l'heure au téléphone. Il me disait que lui vivait plus d'émotions à l'époque de Roten, Amaradiane et tout ça, contre Sochaux le samedi soir, tu vois, que là, tu vois, en Ligue des Champions ou en championnat, quoi. T'imagines? En fait, je vois ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il dit, mais je suis pas d'accord non plus parce que sur les dernières années, on fait demi-finale Ligue des Champions, on fait finale Ligue des Champions. C'est juste que les émotions elles sont différentes parce que on vivait ces années-là, c'était la galère, on était en galère. Il y a eu des belles saisons, quand même. Ouais, mais des belles saisons, si tu regardes, au final, il n'y en a pas tant que ça. La chance de Paris, c'est que c'est une équipe historiquement de coupe et qui a gagné beaucoup de Coupes de France et Coupe de la Ligue ces années-là, qui a fait qu'il y ait des trophées en fin de saison où justement on vivait ces émotions-là. Mais quand tu regardes, c'était vraiment la galère toute la saison, il n'y avait pas de grosse. Donc c'est pour ça que
quand tu galères tout le temps, quand tu as un truc positif, c'est décuplé, tu vois. C'est une sorte de récompense à la souffrance que tu as. Alors que là, maintenant, tu vois, presque. Enfin, tu vois, Paris, il va être champion, là, normalement. Oui, quand même. Et ça passe. S'ils ne sont pas champions, ça serait une faute professionnelle, quand même. Là. Je suis d'accord avec toi, mais Oui. tu vois, ça, pour certains supporters, tu vois, ça devient anodin. Alors que tu es champion, quand même, tu gagnes un titre. Mais ça devient anodin parce que tu t'es habitué, entre guillemets, au luxe. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que les émotions, parce que moi, quand Paris va être champion, je vais être le premier content et je vais sauter partout, parce que un titre, c'est un titre. Les gens, ils ne se rendent pas compte comme quoi c'est difficile, même quand c'est censé être au-dessus, de gagner des trucs. C'est là qu'on voit la différence avec un club comme le Bayern Munich. Oui. Donc, qui est encore plus habitué à être champion, parce que ça fait 20-25 ans où il grappille quasiment tous les titres. Ouais. Et, que ce soit les supporters ou les joueurs, la passion et la ferveur, elle est la même pour un titre de Coupe d'Allemagne ou de Bundesliga, quoi. Après, moi, je l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, c'est tout par rapport au PSG. Mais à partir du moment, Geoffrey, où les joueurs seront au-dessus du club, de l'institution, voilà, mais tu ne feras pas avancer les choses. Hein. oui, mais c'est ce que je te dis. L'important, c'est de vendre les maillots. C'est ce que je te dis. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est une très mauvaise stratégie parce que. Non, mais je suis d'accord avec vous, les gars. Non, mais ouais, voilà. Je fais un constat. Je dis pas que c'est bien. Hein. Attention, au contraire. Hein. Moi, je préférais qu'on gagne la Ligue des Champions depuis 3 ans et qu'on la gagne tous les ans. Hein. Ouais, bien sûr. Et il vendrait encore plus, et il vendrait au final beaucoup plus de maillots. Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de saison, Ouais. je suis le seul qui était dégoûté que Sergio Ramos vienne à Paris. Ouais. Je vous ai dit que ça ne servait à rien. Tout le monde m'est tombé dessus. Mais le fait est que ça ne sert à rien. Empiler des joueurs pour empiler des joueurs qui on ne sait pas dans quel état ils sont, ça ne sert à rien. Il veut retourner, il veut quitter le PSG apparemment. Mais qui se casse? Au final, quand on regarde, là, je viens de refaire un petit audit de l'effectif du PSG sous la dernière saison de Laurent Blanc. Et bien, personnellement, je trouve que le PSG du coup 2015-2016 et 2016-2017 était bien plus performant que celui de maintenant. Alors qu'il y a beaucoup moins. Il n'y avait pas les joueurs. Il y avait Ibrahimovic en 2016, mais tu parles sous Laurent Blanc. Voilà, sous Laurent Blanc pour et moi, l'année juste après quand il part. Pour moi, c'était la meilleure. c'est ça. Le meilleur PSG sous Laurent Blanc. C'était le meilleur PSG et il n'y avait pas, à part la rigueur Ibrahimovic, mais il n'y avait pas de joueurs qui sont venus là pour vendre des maillots. Non. Il y avait des joueurs qui sont venus là pour se Il y avait un projet de jeu. Tu comprenais ce qu'il faisait. Là, tu comprends qu'il faut envoyer dans la profondeur Mbappé ou qu'il faut attendre, que des stars fassent une dribble, un centre, voilà. Et le comble, c'est la seule fois où il y a eu, entre guillemets, une tentative de changer les choses face au fameux match contre Manchester City. Oui, là où il est passé en 3-5-2. Voilà, ça lui coûte sa tête, quoi. Alors que le mec, il avait une super philosophie, c'est ce qui manque au PSG depuis 6 ans maintenant, quand même. Moi, je me permets. Vas-y. Hein. Moi, je trouve que ce qui manque au PSG et depuis Ibrahimovic, c'est quelqu'un qui a du tempérament sur le terrain. Et je pense que, comme vous l'avez dit, Sergio Ramos, ça aurait pu être une bonne recrue de par sa grinta, sa hargne. Parce que là, on voit, il n'y a aucun joueur qui a une grosse force mentale. On sait que Messi, il est venu là, c'est que c'est plus le même Messi qu'avant. Ouais. Neymar, il a le mental d'une huître. On l'a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que le foot à haut niveau, c'est mental. Et ces joueurs-là n'ont pas le mental pour. Il faut le guerrier. Et au PSG, le seul guerrier, c'est peut-être Marquinhos, mais il s'est chié contre le Real. Et moi, je trouve qu'il manque de guerriers. Peut-être, oui, il y a trop de noms, mais il manque de guerriers. Il manque de guerriers, de chiens, et on n'a que des starlets sur le terrain. Alors que je reviens au PSG il y a 6 ans, il y avait Ibrahimovic, il y avait Mota, il y avait Matuidi. Alors, Ibrahimovic, c'est à part. Au final, il y avait beaucoup de besogneux, de joueurs qui ont la hargne, qui venaient là avec le couteau entre les dents. Et ça matchait beaucoup bien. Oui, mais c'était une équipe autour d'Ibrahimovic, c'est ça? Ouais, mais à la rigueur, une fois qu'Ibrahimovic était parti, avec Cavani, ça pouvait aussi faire l'affaire, parce que c'est pas non plus un enfant de cœur, quoi, devant les gars, Cavani, quoi. Donc, s'ils avaient continué dans ce sens-là, moi, je pense que la plus grosse erreur du PSG, c'est de ne pas avoir su remplacer Thiago Motta et d'avoir laissé partir Blaise Matuidi. Parce que pour moi, Motta, Verratti, Matuidi, c'était le meilleur milieu du monde à l'époque, et ils se sont écroulés depuis au milieu, le PSG. Ouais. Pourtant, on sait que le foot d'aujourd'hui, c'est le milieu.
Tu me dis cet été qu'ils recrutent un N'Golo Kanté, je te dirais pas la même chose l'an prochain, mais On verra ce que l'avenir nous réserve. C'est pour ça que je parle d'été 2022, on verra ce qui va être fait à ce moment-là. Koucha, t'es un petit peu du même avis, toi? Alors, j'écoute depuis tout à l'heure. Alors, déjà, l'histoire de est-ce qu'il c'est un virage cet été ou pas, ça fait 10 ans qu'on dit cet été pour le PSG, c'est un virage. Non, mais là, On va le vu dire que ça- encore oui, mais Ouais, mais ça a tellement pété, Koucha, que là, tu sens que bien ça va sûr. bouger. Moi, je te Bien le sûr. dis. Surtout Bien sûr. si Mbappé part, tout ça, ça va être En fait, un bordel pas aujourd'hui, possible. quel est le problème? Si les dirigeants du PSG veulent, leur stratégie veut être de vendre des maillots, ok, c'est respectable. Par contre, aujourd'hui, même cet objectif-là, ils vont plus l'atteindre parce que c'est pas en faisant des stars. Alors, les stars, quand tu fais venir une star sur 6 mois, tu vends des maillots. Par contre, ce qu'il faut Mais ils qu'ils prennent continueront à vendre des conscience, maillots. c'est que les clubs est en train de se coller une étiquette de club de loser à l'échelle mondiale. Et ça, pour le coup, tu auras beau amener qui tu voudras plus tard, ça va, même sur un plan marketing, tu vas voir la différence. Donc même cette stratégie de vendre des maillots plutôt que des performances sportives, pour moi, c'est pas une stratégie gagnante. Bon, ça soit. Après, Si, parce qu'il y a le partenariat avec Jordan, ça leur permettra toujours de vendre des ouais, trucs. mais Tu verras. Farid, Jordan, tu crois que là, Paris Mais ça est se en vend très train de- bien, hein? Oui, je sais bien, mais pour l'instant, mais Paris vont confirmer de plus en plus cette réputation de remontada, de loser, Oui. Tu crois que même eux, ils voudront éternellement associer leur marque à ça? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. moi Donc, je trouve que le PSG fait l'erreur que faisait le Real des Galactiques dans les années 2000. Exactement. Empiler des stars et rien gagner. Ouais. Exactement. Donc, alors moi, du coup, si personnellement, hein, le virage, il doit être effectivement le suivant, hein. Le bling-bling, on doit le laisser de côté pour remettre un peu de rigueur et de la performance, on va dire, sportive et à toutes les lignes. Sportivement, au niveau des joueurs, et là, je suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Marvin, qu'il n'y a pas de caractère dans l'équipe actuelle. Si, il y a du caractère. Marquinhos, Ah, Marquinhos, oui, mais là, sur le Kimpembe. match, malheureusement. Non, ouais. mais Marquinhos, Kimpembe, quelqu'un comme Mbappé, c'est des joueurs qui ont un sacré. Non seulement ils ont un sacré caractère, en plus ils ont l'amour du maillot. Sauf qu'en fait, Ouais, aujourd'hui, on les bride. Le caractère, ils l'ont. Mais on les bride, pourquoi? Parce que chaque année, on va recruter, on leur met un Neymar dans les pattes, on leur met un Messi dans les pattes. Donc leur caractère, il ne peut pas s'exprimer. Donc sportivement, pour moi, les joueurs qui doivent incarner le PSG du futur, ça doit être les Marquinhos. Et ils doivent mettre le paquet pour garder Mbappé. Neymar, c'est le football bling-bling. Et s'il y a virage, Neymar, c'est celui qui symbolise ce bling-bling qu'il faut dégager. Donc Neymar, Après- personnellement, je le mettrais à la porte. Ah oui, Après, même pour 20 millions, il dégage. c'est bon. après, ouais, mais les joueurs qui ont vécu tu sais, les remontadas, le combat, bon, bref, appelez ça comme vous voulez, est-ce qu'ils sont pas traumatisés? Est-ce qu'il faut pas changer ces joueurs-là aussi? Après, tu ne je pourras me pas co- je me changer co- les groupes de 23 ou de 25 Non, ou de 30 bien sûr que joueurs. non. Oui, non, mais bien sûr, je connais le football quand même, je suis pas bête. Mais Je me contenterai de dire, regarde l'équipe moi, de je pense France. ouais, mais il y a des joueurs traumatisés encore. Hein. Je me contenterai de dire, regarde l'équipe de France. Je pense que on a tous vu les larmes de Griezmann et qu'on sort le soir de la finale de l'Euro 2016 où ce match, ils doivent le gagner 50 000 fois, ce putain de match. Ils sont au-dessus largement. Malheureusement, ça n'a pas souri. Ils n'ont pas réussi à marquer. Il leur manquait la grinta pour marquer. Elle a été pour le Portugal. Et je pense qu'en tant que footeux, le reportage sur la victoire de la France en 2018, on a tous vu. Et on a tous vu qu'au contraire, cette défaite, cette humiliation à domicile, qui plus est, ils en ont tous fait une force. Et Pogba le premier. On a tous vu Pogba qui a essayé de porter tout le monde en mode élégant. On fait pas comme il y a 2 ans. Cette coupe-là, on la récupère. Ouais, oui, mais bon. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas des gars comme Pogba. À l'échelle de Pogba, il n'y en a pas, mentalement. Il y en avait, ils Paris. l'ont dégagé. Oui, Ou, ça oui. ou Après, ils leur mettent, comme tu disais, des mecs dans les pattes, parce qu'un mec comme Kimpembe, oui, il fait des erreurs. Je pense que Ouais. le joueur ne peut se targuer d'avoir jamais fait d'erreur. En attendant, il reste très propre. Moi, quand je le vois, pour moi, il est titulaire indiscutable au PSG et en équipe de France. Bien C'est un sûr. très très bon joueur et on lui a retourné le cerveau cet été en lui mettant Sergio Ramos et du coup le mec il fait putain mais je suis considéré comme un trou de balle en fait. Bien sûr. Ouais, c'est un peu ça. Idem pour Navas, idem pour Mbappé. En fait, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision Ils auraient sportive dû, dans ce club. ils auraient dû créer une équipe autour d'Mbappé, tout simplement, au lieu d'enchaîner les stars, tu vois. Tout à fait. Bah oui.
mettre des jeunes à fort potentiel Et mettre et des créer, mecs. et créer une équipe compétitive collectivement. Il y en a un aussi qui ne respecte pas du tout, c'est Di Maria. Oui, mais après, ça, c'est l'âge. Di Maria, il a quel âge? Il court plus comme avant aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il fait ses matchs en plus quand il joue. Hein. Oui, mais justement, dans l'état d'esprit. Justement, il affirme, il dit jamais rien. Ouais, dans la presse, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais aucune. C'est vrai. Il a aucune casserole au cul. Le mec, ses matchs, il les fait largement. Et il est tout le temps considéré comme un joueur de seconde zone. Non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Parce qu'une fois de plus, dans ce club, la prime est au bling-bling et non pas au sportif et à la bonne mentalité. Ça, c'est le gros problème. Au final, en termes de titres, c'est un échec. Ah ouais, ils ont je sais pas combien de championnats de France. Mais... Et du coup, il y a virage s'il y a, pour juste conclure, au-delà, en fait, il faut qu'il y ait virage aux 3 niveaux, c'est-à-dire niveau de l'équipe, niveau de l'entraîneur et niveau de la présidence. La présidence, ça fait un cycle de 10 ans, je pense que Nasser, on peut aller voir quelqu'un d'autre ce que ça donne. Et après, surtout au niveau de l'entraîneur aussi. Je pense que, et là j'ai une révélation l'autre jour, mais alors c'est rien d'original, hein, mais en réfléchissant, il faut que là aussi, en termes de stratégie, il faut arrêter de vouloir aller chercher l'entraîneur qui a le vent en poupe, qui a la mode, etc. Il faut réfléchir pragmatique. Et aujourd'hui, honnêtement, vous savez pour moi qui serait l'entraîneur, le profil idéal pour le PSG? José Mourinho. Alors, allez-y, dites des noms pour voir. Non, José Mourinho, moi je te dis pour te chambrer. Hein. Alors, à la rigueur, Mourinho, au moins, il dégonflerait certains melons. Hein. Il est plus trop bankable maintenant. Mais il dégonflerait les melons. Lui, un Messi ou un Neymar, il oserait les mettre sur la touche, quitte à ce qu'on lui crache à la tronche. Ouais, mais après, dans le management, il a fait un peu son temps. Oui, c'est sûr. Mais moi, personnellement, hein, si je devais mettre un nom, alors j'aurais pas dû dire ça il y a quelques mois, je mettrais Galtier à Paris. Galtier. Ça ne ira pas. Alors, il est Marseillais. Je sais pas. Mais il est Marseillais. Il y avait un constructeur il a déclaré son amour à Marseille. Ça serait l'homme idéal. Il est français. Il s'en fout le bling bling. Partout il est passé, il a su gérer, que ce soit des petits joueurs, que ce soit des gros égos, des grandes stars. Et s'il fallait repartir vraiment de zéro et qu'il fallait envoyer un message fort sportif dans ce club, eh bien c'est un mec comme ça qu'il faudrait prendre. C'est sûr qu'il n'ira pas parce qu'il a déclaré cet été son amour à Marseille, donc il va pas aller à Paris. Oui, si jamais ça peut rassurer les supporters parisiens qui nous écoutent, logiquement, à la fin de l'année, le PSG aura sa petite étoile en argent, vu qu'ils auront les 10 titres de champion de France. Oui. Allez, on clôture ce point-là. Bon, la dernière journée de championnat, on n'y revient pas finalement, hein, puisque là, on a le chrono qui tourne. On va passer directement à la rubrique Flash Foot Bistro, les amis. Bien sûr, je vais vous donner des news de ces dernières 24 heures et bien sûr, vous allez pouvoir dire des choses. Marvin aussi. Hein. Pas de souci. Dans les dernières heures, vous avez vu, cette nuit, le camp des loges et le Parc des Princes ont été tagués cette nuit. Plusieurs insultes contre les joueurs et la direction du club y figurent. Donc, ça chauffe à Paris. Après les sifflets de dimanche, les tags aujourd'hui. Jorge Messi, le père de Léo, a contacté le FC Barcelone il y a quelques jours pour discuter de la possibilité d'un retour de Léo. Vous l'avez entendu, ça? Oui, j'ai entendu ça. Ça, c'est... Après, on a des pincettes aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Hakim Ziyech et Noussaïr Mzraoui annoncent décliner leur convocation à la sélection marocaine. Vous vous souvenez, ils s'étaient embrouillés avec Alilodik pour pas grand-chose. Du coup, ils les avaient pas pris à la CAN. Finalement, ils veulent les reprendre. Et finalement, donc, les deux joueurs ont décliné la proposition. On sait qu'Alilodik, c'est un coach à supporter quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont passé et qui n'ont pas aimé. Ouais, non, mais ça, c'est ça. Petite info ensuite pour notre DD national. Nkunku, vous l'avez vu hier, il a été impliqué dans 3 des 6 buts de Leipzig hier soir. Vous l'avez vu, en championnat? Ils ont gagné 6-1. Et vous avez vu ses stats cette saison? Il a 26 buts. Il a 26 buts et 15 passes décisives. Mais il est énorme cette année. Voilà, donc petit clin d'œil à notre DD national pour la prochaine liste. Supplémentaire avec Klaus, qui est l'un des joueurs les plus... à son poste, qui est le joueur le plus décisif de tous les championnats européens. Ce qui est drôle, c'est que c'est un ancien du PSG, encore une fois. Ouais, ils ont la cote, hein. Même Diaby. Ouais, Diaby, Coman. C'est incroyable. Florian Wirtz a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Sa participation à la Coupe du Monde 2022 est incertaine malheureusement pour lui.
Qui t'a dit? Florian Wirtz, joueur du Bayern Leverkusen. Leverkusen, Le ouais. jeune allemand, Ouais. là, ouais. Ouais, la jeune pépite. Il s'est Dommage. fait ligament là, ouais. Ensuite, si je vous dis 807 buts, Cristiano. ouais, meilleur buteur de l'histoire du football. Incroyable. À part si les buts de Pelé sont déclarés. Et Voilà. la semaine dernière, c'est pas vous qui disiez il est parti au Portugal. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a dit? La semaine dernière, vous parliez de lui, il est parti au Portugal, c'est le feu. Mais oui, il était parti au Portugal, bien sûr. Quoi? Il a l'air. Oui. Non, mais il est critiqué. parti. Oui, mais je l'ai pas critiqué. Il allait chercher la potion magique. Non, il est juste parti au Portugal, les gars, alors que ses collègues jouaient un derby contre City. Moi, je trouve ça irrespectueux. Bref, c'est mon avis. Ensuite, Parce que ses collègues, ils ne veulent pas trop. Avec le truc. vous avez vu, le Barça est à fond sur Erling Haaland. Est-ce que vous avez vu le plan B du Barça? Ça va? Ouais, c'est Mohamed Salah. Puisqu'il lui reste un an de contrat. Et le Barça serait prêt à proposer entre 60 et 70 millions. Affaire à suivre. Bon, la Supercoupe de l'UEFA 2022 se déroulera à Helsinki, en Finlande, pour ceux qui ne sont pas bons en géographie. Voilà. Ensuite, le FC Bâle a décidé d'ouvrir une tribune dédiée aux supporters de l'OM. Vous l'avez vu? À la base, c'était interdiction de déplacement pour les supporters de l'OM. Finalement, le parcage visiteur sera ouvert. Mais l'OM conseille à ses supporters de ne pas se déplacer. Vous avez vu, il y a eu des problèmes à Marseille avec les hooligans suisses. Et oui, il y a des hooligans en Suisse. Ouh! Ouais. Alfonso Davies, les gars, est de retour à l'entraînement. Vous vous rappelez, lui, le pauvre? Avec le Covid, il a été écarté suite à des problèmes liés à son cœur. Et finalement, là, il a pu reprendre les entraînements aujourd'hui. Ce qu'on apprend aujourd'hui aussi, d'après certains détectives dans les mercatos, la Juventus de Turin devrait signer un joueur important en milieu de terrain l'été prochain. Il n'y a pas de nom qu'à filtrer. Ouais, super. Rabiot. À votre avis, Pogba peut-être? Moi, je pense à Pogba. Jorginho aussi peut-être, ouais. Pogba, faut qu'il parte de Manchester, mais il faut pas qu'il retourne à la Juve. Au bout d'un moment. Je sais pas. Bref, ensuite, Di Maria, bien sûr, va être libéré par le PSG cette saison. Et ils envisagent donc Dembélé pour le remplacer. Et Di Maria, et Benfica serait sur Di Maria. Ouais. Pour le prendre bon plan pour Benfica, très grosse erreur pour le PSG. Pour une saison ou deux, et ensuite il repartira en Argentine. Exactement. Merci Geoffrey pour la suite, la transition. Ensuite, le groupe Saudi Media a fait une offre de 3,2 milliards d'euros pour acheter Chelsea. Vous l'avez vu ça? Ouais. C'est un mec fan de Chelsea qui veut reprendre Chelsea, donc... Moi, j'ai surtout vu que apparemment les joueurs devront payer de leur poche les prochains déplacements de Chelsea dans pas longtemps. Mais j'allais y venir, c'est la dernière... Tout ce qui se passe autour du club. Là, c'est le moment Nutella. Parce que le gouvernement, vous savez, leur a bloqué la carte bancaire, les chèques, tout ça. Et là, Tuchel, sur le déplacement à Lille mercredi, a dit: selon les dernières informations que j'ai reçues, on a un avion, sinon on ira en train, sinon en bus, et sinon je conduirai un minibus. Voilà ce qu'a balancé Tuchel. Putain, j'ai rien dit parce que je pensais que ce serait dans le quiz, j'espérais. Non, celle-là, non, je l'ai pas mise, tu vois, parce que c'est trop simple. Celle-là, c'est trop simple, et oui, c'est trop simple. Allez, tout de suite, on va basculer sur les résultats de nos clubs taranais, donc en régional dans un premier temps. Vous l'avez vu, on a diffusé donc les résultats sur notre page Facebook et Instagram. Albi Marsac a ramené un bon point du match nul à Aunay, 3-3. C'est vrai que comptablement, entre guillemets, ça fait un peu mal parce qu'ils perdent une place avec Salis qui gagne, mais un point à Aunay, il n'y a pas beaucoup qui l'ont pris. Non, mais pire, ce que je vais vous dire, parce que j'ai eu la chance de discuter après le match avec certains joueurs dans la soirée, ils menaient 2-0. Le pire, c'est qu'ils menaient 2-0 là-bas. Ah, mais je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Et finalement, voilà, 3-3. Ils ont bien fait de pas y aller dimanche. Hein. Ouais,
Apparemment, il y avait de la neige, j'ai vu. Ouais. Match arrêté à la mi-temps, ouais. Ouais. Groyer a perdu à domicile pour la première de Koulibaly, hein, de 2-1. À domicile, première à domicile. Première à domicile, bien évidemment. Merci Nico. Mais ce match, apparemment... 2-1 face à Hoche, voilà. Il y en a plus à dire que le résultat. Parce que déjà, Groyer menait 1-0. Oui, c'est ça. Et des échos que j'ai eus, il y en a beaucoup qui sont allés voir le match et qui ont dit ils se souviennent pas quand est-ce qu'ils ont vu jouer Groyer jouer aussi bien. D'accord, carrément. Voilà. Donc, après voilà, moi personnellement, c'est des échos que j'ai eus. Mais est-ce qu'il y a un petit déclic qui s'est fait ou un petit schéma tactique qui correspond un peu plus aux joueurs, je sais pas. J'espère juste que ce changement de coach se fait pas trop tard. Alors pour l'instant, au sein du club, il a un totem d'immunité, il laisse carte blanche pour faire ce qu'il veut pour l'instant. Donc d'accord. Le message a été passé à tout le monde de lui faire confiance, de le suivre les yeux fermés pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui donne au classement, à lui Marsac, peut espérer, voilà, à se maintenir. Groyer, il faudra batailler dur, je pense. Ah, c'est ça, ils ont quand même au moins 6 points de retard sur le premier non relégable. Sachant que le premier non relégable a 2 matchs en retard. Est-ce que ça va pas faire beaucoup? Et Giroud peut gagner surtout. Giroud peut surprendre des équipes. Hein. Surtout à domicile. Oui, c'est sûr. Après, moi, ce que j'espère, c'est que si malheureusement la mayonnaise prend du coup trop tard, c'est que Diala Koulibaly puisse rester pour continuer à faire bosser l'équipe l'an prochain. Espérons-le, on verra. En Régional 2, Saint-Sulpice n'a pas joué puisque leur match a été reporté, donc pas d'énormes changements, on va dire, hein, Nico, pour Saint-Sulpice. Non, pas de changement, ils continuent leur très belle saison. Je rappelle que c'est une saison de promu pour eux quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai, ils sont promus. Hein. C'est une saison de promu quand même pour eux, donc comme Saint-Jury, ils tiennent bien leur rang, il faut qu'ils fassent attention parce qu'il y a beaucoup de descentes. Saint-Jury a gagné 3-0 notre Tournefeuille. Donc 3-0, c'est un forfait, les gars. Forfait de Tournefeuille. Forfait, ouais. Ouais, forfait de Tournefeuille, donc 3-0. C'est incroyable ça quand même. C'est fou à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Ouais, après... T'as des échos ou pas par rapport à ça? Parce que Tournefeuille, il y a quand même pas mal d'équipes en senior. C'est incroyable de déclarer forfait. C'est la réserve de Tournefeuille après, hein, mais... Des joueurs. Oui, il y a des joueurs normalement, mais bon. Ah, tu parles de R2, tu parles pas de la division district. Oui, non, mais on est d'accord, mais... moi, il n'y a rien qui me choque. La dernière fois en R2, j'ai vu un 18-0. Donc, plus rien me choque. Hein, mais là, après, c'est les joueurs qui ont laissé filer aussi. Je crois que c'était le Rodeo 2 qui avait pris 18-0. C'est le Rodeo 2 qui a laissé filer aussi. Ouais. J'enlève pas la réussite des autres joueurs, mais 18-0, à part si le gardien sort des cages, sinon il y a peu de chance quand même. C'est très rare. Même en district, tu le vois pas, ça. Ensuite. Des goals volants comme dans Les Collègues, le film. Ouais. Moi, je préfère que tu voles d'attaquage. Voilà. Voilà, c'est ça. Régional 3. Et juste petite parenthèse sur la Régional 2. Moi, je salue quand même en poule D, donc on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, des très beaux parcours de Plaisance, Bourville, Saint-Gaudens, Saint-Muret. Et surtout Plaisance, les 4 équipes sont quand même promues, et quand on voit Plaisance qui a déjà 7 points d'avance avec un match de plus, ils ont quand même sur Foix, qui était un prétendant quand même au premier rôle, ils ont quasiment 15 points d'avance, quoi. C'est pas mal. Franchement, après, il y a un gros projet, un gros président, non, investi. Il y a un président qui vient d'arriver, mais il n'y a pas longtemps, parce que l'ancien président, pas qu'il y a eu des problèmes ou autres, mais il avait envie un peu de se reposer, on va dire. Il avait envie un peu de pouvoir profiter un peu de sa famille. Pareil, c'est à Saint-Gaudens qui a un très très gros projet. Il y a vraiment l'objectif régional 1. Donc je pense que pour eux, si tu as le coach dans 3 mois et qu'il ne monte pas, pour eux, ça sera un échec, clairement. Je pense que c'est le discours qu'ils auront. Mais Plaisance et Pourville, c'est pas du tout leur objectif. Pourville, j'ai encore eu le gardien la dernière fois qui a été en croix. On voit, ils sont deuxième. Ils ont une très belle place de deuxième avec un match en retard en plus sur Plaisance. Mais c'est serré quand même. Hein. Ah oui, c'est super serré. Après, derrière non, mais faire attention. Il y a quand même le trou avec Plaisance. Tableau, quoi. Ouais.
Ah, le Mais, milieu de tableau, tu veux dire, d'accord, oui, oui. oui, oui. Oui, oui. Mais Pouvourville, voilà, même le gardien, voilà, Gaëtan Croix, il me le disait, c'est pas du tout l'objectif de monter. L'objectif, c'est de construire le club petit à petit. Mais c'est vrai que c'est 4 équipes. Bon, Muret, c'est un peu à part, parce que c'est quand même une réserve de National 3. Mais c'est quand même 4 équipes qui montent de Régional 3, donc c'est la preuve qu'il peut y avoir du bon mental aussi, des fois. Dans cette poule, t'as vu, Marvin, il y a Balma 2, hein. Oui, je sais. Ouais. Balma 2, il y a beaucoup de promus, parce que Balma 2 est aussi promu, tout comme Boulogne. Hein. Oui, après, après, voilà, il y a de bonnes équipes et surtout Plaisance, il faut surtout féliciter le travail de Idriss qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui fait vraiment un magnifique travail et qui est vraiment un très, 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 très bon coach. Et je suis vraiment content pour lui. Et il y a du coup le Rodéo qui a fait le fameux 18-0. C'est ça, dans cette poule-là, exactement. Voilà. Par contre, je ne sais plus contre qui. Ça, je ne saurais pas te dire. Ensuite, revenons en Régional 3. Allez, il y a le chrono qui tourne. Oné qui bat donc Giroussens 5-1. Alors là, Giroussens, ça a dû faire mal. Ah, bah après, ça reste Oné quand même. Oné, c'est une équipe qui, je veux pas trop avancer, mais je crois que leur objectif l'an dernier, c'était de monter en Régional 2. Oui, mais bon, là, bon, ils sont loin quand même, la Régional 2. Hein. Ils sont 5e actuellement. Oui, mais voilà, donc, c'est quand même une équipe qui veut... bon, après, j'ai eu quelques infos. Giroussens, ils sont pas une équipe un petit peu amoindrie. Ouais. Et après, ils sont passés clairement à côté de leur match, hein, parce qu'ils ont pris des buts d'entrée et derrière, ça a déroulé. Il y avait, ils ont sauvé l'honneur à la fin. Hein. D'accord, ouais. Ils ont jamais même pu y croire. Hein, donc, ils sont passés à côté, ça arrive. Voilà, c'est une équipe jeune. Dans l'environ, c'était voilà. C'est un match, un week-end vraiment sans trop de positif pour l'équipe. Ensuite, à Castres, qui obtient un bon nul à Mas-Grenier. Voilà, Castres, l'équipe en forme, hein, qui monte, on va dire, dans cette poule, et qui peut espérer donc une possible montée en R2. Ouais, bon nul, mais à côté, il y a quand même Figeac qui a gagné, donc il reprend la distance. Donc c'est un bon nul parce que ça m'a gagné, mais voilà, c'est ça, voilà. Au classement, ça fait mal. Ah, il en reste des matchs, Nico. Ouais, mais Figeac a un match en retard. Donc, ouais, c'est vrai. Potentiellement être à 6 points. Il reste des matchs, mais à chaque match, les carrés se creusent. Non, mais Figeac, c'est vrai qu'ils ont un match à moins en plus. Voilà, donc Figeac a potentiellement 6 points d'avance. Copenhague dans la poule. Oui, dans la poule. Il y a la victoire de Gaillac aussi, quand même. Là. Oui, j'ai oublié de parler de la victoire de Gaillac 1-0 contre Molière. Victoire importante en plus. Qui fait beaucoup de bien. Ce qui leur permet encore plus d'espérer, là. Voilà. Et on voit aussi un bon travail, je pense, avec le coach et que ça marche bien avec le nouveau coach. Abdel, il fait le boulot. Je lui ai dit la dernière fois et il sait ce que j'en pense. Voilà, s'il nous écoute. Ensuite, Copenhague, allez, on y vient. Il perd 3-0 donc à domicile contre le FC Comtal. Ça, c'est le leader, ça. Ouais, c'est ça. C'est le leader, hein, qui gagne donc 3-0 à Castres, donc chez les Copenhague. Donc Copenhague, très compliqué, voilà. Moi, je suis plus, je tique plus sur le résultat de Cambounet qui fait mal. Cambounet qui perd 2-1, Rabozel 2-1. Contre un concurrent direct. Ouais, ça aussi, match, ça va être... C'est match délicat, c'est là où il y avait eu le problème au match aller aussi. Oui. Ouais. Il y avait eu des problèmes à l'aller, ouais. Je pense que c'est une saison très frustrante pour Cambounet qui fait les efforts mais qui n'y arrive malheureusement pas trop. En tout cas, ça va être dur là. Pour les deux clubs tarnais, on croise les doigts pour eux. Ça va être très très compliqué. Après déjà, voilà, si Gaillac réussit à sortir à tête de l'eau et pourquoi pas du SLB. On va y venir. Belle transition, Nico. Belle transition. C'est mon acolyte ce soir. Voilà. Lavore fait le boulot. 4-0 contre 4-0 contre Castelnau, Estrefond, ouais, c'est ça. Ensuite, Albi qui gagne 4-3 à la Primob. Bah là, on l'avait évoqué ce match la semaine dernière. C'était un match très important. Donc ça devait être animé comme match 4-3. Ouais, et je sais pas s'ils nous ont entendu quand on a dit qu'il fallait qu'ils y aillent avec des supporters pour les pousser et leur permettre de se transcender, mais ils ont fait là, le métier pareil. Et ça fait du bien. C'est une victoire qui leur permet encore plus d'espérer. Là. Ah oui, parce qu'ils passent devant Castelnau grâce aussi à la victoire de Lavore. Ouais. Et ensuite, Mazamet qui gagne 2-1, je vois. Ouais, et dans cette poule, on en vient presque à être frustré que Lavore et Mazamet sont dans la même poule.
Allez, on clôt le débat régional, puisqu'on a les quelques résultats départementaux là à donner. On va parler vite fait classement hein, des clubs départementaux. En D1, il n'y a pas une énorme différence par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas La victoire de Castelnau à Lautrec? Non, moi je dirais plutôt la victoire d'Albi Marsac à Vignoble. Ça confirme malheureusement pour Vignoble les pronostics que j'avais donnés quand on a donné nos pronostics pour la victoire de la Coupe du Tarn. Le Vignoble, c'est pas contre eux, parce qu'ils sont très bons, c'est une très bonne équipe qui monte en puissance, mais ils ont malheureusement pour eux cette année 2 équipes qui sont au-dessus. Et du coup, Albi Marsac prend quand même 8 points d'avance. T'es du même avis, Chauffret? Dans cette poule en D1 là? Ouais, honnêtement, je sais pas trop, parce que tu vois, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde peut battre un peu tout le monde. Ouais. Je voyais la crémade un peu au-dessus pendant un temps. Et donc là, je me prononce pas parce que... Là, c'est les 2 premiers qui montent. Oui. D'accord. Ouais. Mais Vignoble, ça fait... Je comprends pas ce club. Ils ont un vivier qui peut être extraordinaire. Ils sont géographiquement super bien placés. Ouais. Ils ont un gros vivier de joueurs, etc. La formation chez les jeunes est vraiment pas mauvaise. Il y a de la qualité. Il y a de la quantité aussi. Ce qui se passe. Il y a la quantité aussi, mais le travail des dirigeants est de qualité, je trouve, chez les jeunes en tout cas, chez les catégories 15-17. Ouais. Et je comprends pas comment ils n'arrivent pas, senior, à passer ce cap-là. C'est une anomalie pour moi qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne soient pas au niveau régional. Voilà. Après, à voir, parce que les présidents n'étaient pas sûrs de vouloir remplir déjà l'été dernier. Ouais. Pour eux, c'était peut-être potentiellement la dernière année cette année, donc à voir ce que ça a donné cet été. Ce serait peut-être intéressant de leur donner un micro pour voir un peu. S'ils nous écoutent, qu'ils nous contactent. Voilà, bien sûr. En D2, allez, rapidement, on fait la D2. Poule A, bon, il n'y a pas un énorme changement. Bon, si, la Grave creuse une nouvelle fois l'écart avec les seconds. La Grave s'est pliée. Pampelonne et Vergrésigne. Et ensuite, ça se resserre un petit peu là dans le ventre mou avec la victoire, bien évidemment, donc de Tersac, de Gaillac et de Briatexte. Et ensuite, là, le maintien entre Saint-Benoît, le Garric, Albi Marsac, Carmaux et Cadalin. Là, il y a combien de descentes là? Là, ça va être. Jusqu'à Saint-Benoît, ça descend tout, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois, ouais. C'est pareil, ça dépend des descentes de D1. Et juste pour revenir à Briatexte, qu'on a battu Valence, j'en profite pour passer un petit coucou qui devait être triste ce week-end. Et un bon anniversaire à Adrien, le coach de Valence, qui était un de nos premiers invités. Donc on pense à lui. Big up à Adrien Bardet et à toute la famille de Valence. Moi, j'ai assisté à moi, je dirais un prix Puskas au capitaine de Briatexte, quand même, mine de rien, vu les buts qu'il a marqués. Vous avez pas de... Je pense que Geoffrey est d'accord avec moi. Vous n'avez pas de vidéo? Non. Merde. J'ai assisté aussi, moi, à la Grave Saint-Benoît. C'était un match plaisant à voir. Le seul regret que j'ai, c'est que Saint-Benoît est allé jouer avec une équipe un petit peu démunie. Ce choc de D2. Ensuite, j'ai vu aussi Tersac-Cadalin. Vous avez vu Tersac qui gagne 2-0, mais premier but à la 86e, deuxième à la 88e. Ah oui, difficile. Voilà, avec un joli but du capitaine Mérou, le numéro 10 de Tersac, que je salue. Je pense pas trop me mouiller en disant que c'est fini pour Carmaux et Cadalin. Ouais, là, c'est très compliqué. Très compliqué. Ça semble, voilà quoi. Les carottes sont cuites malheureusement pour eux. Après, peut-être pour mieux se relancer l'an prochain. Hein, mais... Ouais. En poule B, vous avez vu, Blanc caracole en tête, là. 5 points d'avance maintenant sur Saint-Sulpice. Nabruguère, un match en moins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, en poule B? Là, c'est plus serré, hein. Blanc caracole en tête, mais bon, Saint-Sulpice a repris 2 points sur eux quand même ce week-end. Ouais, mais. Blanc a fait un match nul, Saint-Sulpice a gagné. Non, mais je te dis ça, il y a 5 points d'écart. Blanc, c'est quand même une équipe solide à avoir joué. Donc, moi, je pense qu'ils ont un match là assez confortable. Bon. Il y a 5 points d'écart, mais il reste des matchs, il reste une confrontation directe aussi, attention. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais regarder. Quand est-ce qu'il y a J'ai arbitré le match aller en plus. Voilà. Donc, c'est le 7 mai, donc il restera encore des matchs après. J'aurai 22e journée, donc je pense que ça va être entre guillemets une belle finale.
la Ouais. finale. Ouais, mais attention à la Bruguère. Hein. Attention à la Bruguère, je pense qu'avec ce match en moins, ils peuvent revenir dans le coup. Après, pas que, Perret- le regard de Castres aussi, avec 18 points, s'ils Ouais, gagnent mais leur c'est ça, match en retard, c'est ça, même Perrin, ils ont un match en moins. c'est ça qui donne envie, quoi. des points. Ouais, c'est ça qui donne envie, quoi. C'est faussé, malheureusement. Allez, tout de suite, donc les questions auditeurs. On en a 7 aujourd'hui, les experts, soyez prêts. Kevin nous pose une première question. Quelle est la chose la plus probable? Le PSG qui gagne la Ligue des Champions ou la France qui gagne la Coupe du Monde de rugby? La France. Geoffrey? Le plus probable. Oui. Actuellement, là, 50-50. Ok. Et Koucha Marvin? C'est 0-0. Ouais, en vrai, je pense la France. Hein. La France, ouais. La France, il y a quand même une équipe qui monte en puissance, le meilleur ouais. joueur du monde dans l'effectif, des mecs qui se prennent pas la tête. Et Koucha? Oui, sans problème. Là, tu vas faire Grand Chelem, tu joues à domicile. Là, tu es favori de la Coupe du Monde, la France. Ah ouais, ils vont faire voilà. Grand Chelem Bon, aussi. Ah ouais. Puis bon, mine de rien, je sais pas si vous avez regardé un peu la presse un peu pour ce week-end pour le rugby. Ils gagnent au Pays de Galles, ça a été rude, ça a été compliqué. La presse même se questionne sur comment ils ont fait pour gagner. Limite, la France a été nulle, mais on gagne à l'étranger, à l'extérieur quand on est nul. Et au Pays de Galles en plus. Voilà, au Ouais. Pays de Galles, à Cardiff, le Millennium, déjà de base, même quand on est bon, il faut y gagner, alors quand on est nul, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Putain, mais vous êtes des experts rugby aussi, quoi. Ah, c'est pas possible. Calmez-vous. Allez, on clôt ça. Mérou qui nous demande quel avenir pour l'US Albi? Est-ce qu'on sait des choses là? Est-ce que Nico, t'as entendu des choses? Geoffrey, Koucha? Absolument pas, là aussi ça pourrait être intéressant d'essayer d'avoir la nouvelle direction, de leur demander pourquoi pas. Ouais, on essaiera de venir d'essayer de les contacter pour avoir une personne et nous expliquer leur projet, leurs ambitions. Et pour connaître un petit peu pour avoir quelques. Là, toute la priorité du club, c'est de sauver l'équipe 1 pour repartir l'équipe avec 2, un nouveau projet, avec à la tête notamment Ali Rachidi, Ouais. et repartir de l'avant. Mais là, pour l'instant, c'est objectif maintien à tous les niveaux, notamment l'équipe Ouais. première. Ok. Surtout qu'après l'équipe 2, elle est, sans vouloir être méchant avec eux, vu le nombre de descentes qu'il y a, quasiment condamné, parce que voilà, oui. c'est pas qu'ils font une mauvaise saison, mais quand il y a quasiment la moitié de la poule qui descend, c'est compliqué de se maintenir. C'est triste d'en arriver là quand même. Ouais. Mais- Pour le SLB qu'on a connu à des niveaux exceptionnels, Ah oui, ça, c'est sûr. quand on dit que l'équipe 2 elle va descendre presque en D3, c'est. Mais je pense que non, D2. D2, ouais. Des deux, ouais, c'est ça. Mais je pense que cette année peut être une année clairement charnière pour l'USLB. C'est soit ils descendent et l'USLB pourrait, bien évidemment, je l'espère pas, je touche du bois, j'essaie de trouver le bois le plus solide chez moi. Ils peuvent potentiellement disparaître parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui vont dire au revoir s'ils descendent, ce qui serait quand même une fatalité parce que voilà, on n'arrête pas de dire chaque semaine quand on est armé, on aime l'USLB. Et à l'inverse, s'ils se maintiennent, on voit quand même l'équipe des U19, quand on voit les résultats qu'ils font. Si on les voit qui poussent la porte de l'équipe senior l'an prochain, on peut se dire que s'ils arrivent à les garder, alors faire comprendre les gars en fond de l'équipe en grande partie sur vous, ça pourrait pourquoi pas très vite remonter. Espérons-le. Allez, Rodrigue qui nous demande une question. Aujourd'hui, nos deux meilleurs clubs évoluent en R1. Que manque-t-il à nos clubs tarnais pour évoluer à un niveau plus au-dessus? National 3 par exemple. De l'expérience. Ouais. De la qualité. De la qualité. Marvin? C'est compliqué parce que moi je trouve que les joueurs qui y a à Marsac, ils ont tous pour moi le niveau pour jouer à National 3. Oui, il y a de l'expérience. Je pense qu'il manque peut-être cette réussite cette saison, mais moi je m'en fais pas et je pense qu'à l'avenir, on aura au moins un club tarnais en National 3. Et il manque pas grand-chose. Certes, cette année, c'était un petit peu compliqué. Oui, après, mais c'est une année de fusion. Je pense que voilà, c'est ça, c'est l'esprit de fusion, etc. Je pense que c'est aussi compliqué à avaler tout ça. Hein. Mais je pense que dans l'avenir, d'ici 2-3 ans, je pense qu'on aura quand même un club à National 3. Parce que le niveau National 3, à ce que je vois, de temps en temps le week-end quand je vois des matchs ou autres, il n'y a pas tellement de différence avec les meilleurs clubs de R1. Donc je pense qu'à l'avenir, on pourrait vraiment avoir un club à N3.
Espérons-le. Moi, quand je dis de l'expérience, surtout de l'expérience à R1, parce qu'il ne faut pas oublier que Groyer, c'est leur première saison de leur histoire en Régional 1. Toujours pareil, je rappelle, comme chaque semaine, que je ne compte pas l'année blanche de l'an dernier. Et Albi Marsac, c'est leur deuxième. Ouais. C'est vrai. Il y a des équipes comme Toulouse Métropole, ça fait 10 ans qu'ils disent on veut monter en National 3. Et qu'ils ont, eux, l'expérience de beaucoup plus haut. Ensuite, Pascal, notre fameux Pascal. Oh, Pascal! Que je croiserai demain, nous demande est-ce que Pep Genesio, voilà, il a bien dit Pep Genesio, a donné une leçon à Olas? Non, aux supporters. Voilà, il parle pas de boss, tu vois, Koucha. Là, il parle d'Olas, voilà. Moi, je dirais plutôt aux supporters. Parce que Olas, il voulait pas la tête de Genesio. Olas, c'était plus les supporters qui étaient contre lui. Voilà, Olas, il a juste entre guillemets fait l'arbitre pour pas foutre le feu à la boutique. Koucha, toi, t'en penses quoi? Tu sais, Genesio, ça a toujours été un bon entraîneur et une très belle personne. Après, voilà, sa fin d'histoire avec Lyon, c'était la fin d'un cycle. Il fallait partir sur autre chose. Mais moi, ce que je garde, c'est ses 3 premières saisons. Il a fait du très très bon travail. Il en fait encore aujourd'hui à Rennes et j'espère que ça va durer très très longtemps avec lui parce qu'il le mérite. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi, je suis très content pour lui, pour Rennes, etc. Mais le contexte est différent et les attentes que qu'il a à Rennes, qu'on a de lui à Rennes par rapport à celles qu'il avait à Lyon. Oui, c'est plus tranquille, Rennes. Oui. La pression est complètement différente. Bien sûr. Et les joueurs qu'il a sont d'une autre, entre guillemets, on va dire, sur une dimension un peu en dessous de ce qu'il y avait niveau échange dans la presse, niveau notoriété des joueurs. La pression n'est pas la même, oui, c'est sûr. Donc je pense que voilà, c'est un très bon technicien parce qu'on le voit, il fait du très bon boulot, je crois, à RN. Mais voilà, ce qu'il a fait à Lyon, je trouve qu'il a fait quand même de bonnes choses aussi. Et c'est un mec de qualité. Après, voilà, il faut voir. Il est peut-être là à Rennes dans le type de club qui lui convient, qui est fait pour lui. Simplement. Après, même sans parler du type de club qui lui convient, qui est fait pour lui, des clubs qui sont un peu plus bouillants comme Lyon, il y a Marseille, il y a Paris. Arrêtez-moi si je me trompe, il ne semble pas me souvenir d'un mec qui va boire son café avec sa fille, qui se fait limite tabasser par des joueurs, par des supporters, parce qu'ils le croisent. D'un coach, je veux dire, d'un coach. Oui, c'est vrai, il y a eu cette histoire-là, oui. À partir de ce moment-là, moi je suis président, je dis ouais, désolé, je peux pas le garder, le mec, j'ai pas envie qu'il se fasse lyncher à chaque fois qu'il sort de chez lui. C'est vrai. Habib nous pose une question. Quel joueur doit-on changer au PSG? Lequel doit-on garder plutôt? Après, on a déjà répondu à ça. Ouais, on a déjà répondu un petit peu à ça, Habib. Il faudra rembobiner le podcast. Voilà. Julien nous demande le maintien de Marsac de Groyer en R1, est-ce que vous y croyez? Oui. Sincèrement. 1 sur 2. 1 sur 2. Ouais, Marsac, oui, Groyer un petit peu moins. Vu le nombre de descentes, 1 sur 2, parce que les deux, ce serait. Je cible personne. Ce serait incroyable. Je cible personne, parce que pour moi, il n'y a personne qui est mort et il n'y a personne qui est sauvé. Mais vu le nombre de descentes qu'il y a et la situation, c'est quasiment impossible que les deux puissent se sauver en même temps. Donc, moi, c'est clair que je le souhaite, hein, mais pour moi, les deux ont autant de chances que il y a à la rigueur un tout petit peu son petit matelas de points d'avance, on va dire. Ouais. On verra, Julien. En tout cas, on est avec eux en espérant que les deux clubs se maintiennent. Adrien, notre ami Geoffrey Adrien, nous demande salut la team. Est-ce que la FFF a communiqué sur la suspension du pass vaccinal? Est-ce que vous avez des infos? Oui, ça a été supprimé à partir d'aujourd'hui. Ouais. Donc je pense qu'il a dû avoir l'information. Voilà. Merci Marvin pour la réponse. Geoffrey, tu avais l'information aussi? Ouais, j'allais te dire, c'est le fait. On peut faire ce qu'on veut. Parfait. Je pense que besoin de se faire piquer, ça y est. Je pense que les clubs vont récupérer pas mal de joueurs. Il y en a qui auront pris 10 kilos s'il faut. Ouais, oui, ça on verra bien. Allez, on clôt les questions auditeurs. Tout de suite, on passe au quiz de Keket. Comme je l'ai dit, le quiz de Keket avec moi ce soir. My Prono MPG, on n'a pas le temps. Je suis désolé pour ceux qui participent. On reviendra la semaine suivante. Le quiz de Keket, comme je vous l'ai dit, avec moi, c'est comment manger des pâtes sans parmesan. Bim, bim. Allez, on enchaîne. On va faire le quiz.
Marvin, t'as déjà écouté un petit peu les experts. Ils sont chauds. Ouais. T'as intérêt à être plus chaud qu'eux. Ça va être compliqué parce qu'il y a des bons joueurs en face. Tu la joues modeste comme Mbami, c'est ça. Allez, on va voir ça immédiatement. Donc j'ai fait 10 questions, voire 10 jeux, vous le prenez comme vous voulez. La première question que je vous pose, c'est une question. Là, c'est une question de rapidité, les gars. Le premier qui me le trouve, il marque un point, voire plus, affinité. Vous savez que moi, je suis un arbitre généreux. Je donne beaucoup, mais je peux aussi enlever beaucoup. Hein, Geoffrey? Ouais, je sais. Je vais prendre, bien évidemment, de quoi noter. Donc, Marvin, Geoffrey. Nous avons aussi Nico et Koucha. Première question. Là, il va falloir être rapide. Qui est le 3e meilleur buteur de notre Ligue 1? Ben Yedder. Non. Milik. Laborde. Qui a dit Laborde? Moi. Qui, moi? Et là, Je crois que c'est il a déjà Koucha. parlé. Hein? Il avait déjà parlé. Oui, mais j'ai pas dit On a pas dit la l'annonce. règle pour ce jeu. Voilà, Oui. j'avais pas dit. Et donc, j'ai dit question de rapidité. Un point pour Koucha. Par Non, contre, c'était maintenant... Par contre, c'était mais le Gaëtan Laborde, voilà. Le 3e Oui, meilleur quoi? buteur. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le 3e meilleur buteur, oui. C'est Gaëtan Laborde, je l'ai sous les yeux. Voilà, oui. Tu m'aurais demandé de meilleur passeur, je te l'aurais dit de suite. Donc, belle transition, non, je rigole. Jonathan Klaus. On n'est pas loin, Donc, en tout non, cas, c'est plus Koucha, t'as un point. Maintenant, citez-moi le 2e meilleur passeur de Ligue 1. Messi. Ah, désolé, je vais pas répondre parce que je viens de regarder le classement. Non, mais tu peux répondre. Messi. non Savanier. Mbappé. Klaus. Savanier, Payet. Nico, t'as la réponse? Ben, j'ai regardé le classement, donc c'est Oui, Mbappé, vas-y. égalité avec Messi. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on dit Mbappé et Messi, vous marquez un demi-point chacun. Non, moi, Quoi? je mets pas de points. Je mets mes pas de points. Je venais de regarder le classement, c'est de la triche. Bon, ben, Je c'est mets qui pas de points, C'est qui a dit Messi en premier? C'est moi. Marvin. C'est Marvin. C'est moi. Donc, Marvin, allez, je t'accorde un point. Bim. Ouais. T'es mignon. Ouais, Si on me regarde pas, bien sûr. Merci, monsieur l'arbitre. Merci. Ouais. Attention, question gardien, Marvin. Tu devais être bon, là. Vas-y. Vous l'avez vu hier soir, Paul Lopez a fait une passe décisive hier sur un dégagement. Est-ce que vous vous souvenez qui a fait la dernière passe décisive en tant que gardien de but à l'OM? C'est un but mythique en plus. À l'OM. À l'OM. Barthez. Barthez. Non. Ah, Mandanda. Carasso. Ah, qui a dit Mandanda? C'est moi avec Brandao, non? Contre l'Inter. Oui, avec le contrôle du dos de Contrôle du Brandao. dos, Exactement. Allez. 2 points pour Marvin. 1 point pour Koucha. Et les autres, vous êtes Fanny comme Rod. Allez. Je vais vous donner des attaquants de Ligue 1 et vous allez devoir me dire quelle est la saison de Ligue 1. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Les plus anciens, vous allez trouver, Nico, allez, régale-toi. Je vais te dire, Pagis. Je vous dis pas les clubs. Hein. Attends, Pas c'est juste. quoi qu'on doit dire du coup? Quelle année Là, ils ont joué? En quelle quelle année année c'est? En quelle année ils ont joué? Joueur Là en en Ligue 1. En Ligue 1, oui. En quelle année De tout plus, quelle ils sont saison confondus. il parle? Voilà, De quelle saison je parle? Merci Geoffrey. Donc Pagis, Luyundula, Fred, Luigi Pironi. 2003-2004. 2008-2009. 2002-2003. Attendez. 2008-2009. Hop, attendez, n'allez pas trop vite, laissez-moi terminer. Dès que j'aurai dit c'est bon, c'est là où vous prenez la parole. Réfléchissez les gars, parce que sinon je peux vous mettre des zéros là. Je suis déjà à zéro, Donc, c'est bon. Mamadou Niang, Chevanton, Sylvain Wiltord, Peter 2003-2004. Peter Odewingie, je vous ai dit laissez-moi terminer. Ouais. John Utaka, Paoletta, Ah ouais. Daniel Cousin. Quelle saison? 2003-2004. 2007-2008. 2004-2005. Ah, je l'ai dit avant, mais je crois pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. 2006-2007. 2006-2007. Bravo Nico, 2005-2006. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est Nico.
Non, toi, t'as dit 2006-2007. C'est 2005-2006. 2005-2006, bravo Nico. T'en nommes un ancien Lensois et un autre. Ouais. Donc il y a 2 Lensois dans ce que j'ai dit, non? Ou il y en a un? non, il y a- Otaka, il y était plus. non, il était plus. Utaka, il était à Otaka, Rennes. il était à Rennes. Et c'était Daniel Cousin. Et c'était Daniel Cousin qui était. D'ailleurs, j'avais son maillot. C'est ça, Daniel Qui était Cousin. notre buteur. Qui n'a pas Exactement. été aimé par un des joueurs qui n'a pas été très aimé par le public lensois, j'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas. Qui faisait le métier quand même. Allez, question 5. Là aussi, c'est compliqué. En Ligue 1, depuis le début de saison, il y a eu pas mal de buts contre son camp. Combien il y a eu de buts contre son camp depuis le début de la saison? 19. Attendez, Le plus proche? vous allez me donner un chiffre le plus proche, un par un. On va commencer par Marvin. T'as 2 points. 19. 19. Geoffrey. 17. 17. Nico. 20. 20. Koucha. 22. La réponse est 28. Wow. 28. 28. Un Ouais, point. Un point pour. Ben pour Koucha. Koucha. Un point pour Koucha. Donc ça fait 2 points pour Koucha. Toujours. Hop. Ensuite. Là, on va passer au qui a dit. Je sais que Geoffrey aime ça aussi. Je ne vais pas fanfaronner sur cette victoire. On savait ce qu'on voulait faire. Ici, parfois ça réussit ou ça réussit pas. Genesio. Ouais, ce que j'avais dit. Oui, bravo, bravo. Qui? Marvin? Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est... Les gars, réveillez-vous. Ah, il a été plus rapide que moi, je veux dire la même. Allez, Officiellement, il n'a pas fanfaronné, mais officieusement. c'est ça, je pense. Allez. Attention, il reste que allez, 4 questions. Là, maintenant, je vais attribuer 2 points, les gars. C'est ta maison. Tu es attendu à Bernabeu. Tu sais déjà où vivent les Alaba. Nuits magiques. Alaba. Bouti. Alaba. Gucci, ouais. Non, mais c'est Nico qui l'a dit en premier. Putain. Bouti Nico, sur Instagram. ouais, Nico, il marque 2 points, je dis, je l'avais annoncé. Donc il revient égalité avec Marvin. Le prochain, pareil, qui a dit on a besoin de toi, Kylian. Kylian, si tu m'entends, reste s'il te plaît. On a clairement besoin de toi. Roten. Grosse déclaration d'amour là. Non, c'est pas Je Roten. pense qu'il a dit justement qu'il valait mieux pour lui qu'il se casse. Maracineanu, la ministre, là, la meuf, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Non, c'est pas ça, Geoffrey. C'est pas un rappeur? Non. Maintenant, Marvin et Koucha. Non, tu l'as. Ah, j'ai rien dit, moi. Ah oui, Marvin et Nico. Autant pour moi. Bon, alors là, je sais pas du tout. Donc je répète, on a besoin de toi, Kylian. Kylian, si tu m'entends, reste s'il te plaît. On a clairement besoin de Pourquoi toi. on peut pas répéter? Tu l'avais pas dit qu'on pouvait pas répéter, je sais. Mais là, je l'ai dit. Là, je l'ai dit. Tu l'as dit une fois que j'ai répondu. Non. Ah, Mais moi, je l'ai. Je sais qui c'est. Je sais pas. Nico, tu sais? J'aurais dit que c'était un rappeur, là, je sais pas son nom. Ça clique dans tous les sens. Là. Je vous entends cliquer. Moi, là, je les sais gars. qui c'est. Non, c'est mon. Il y en a, ils sont c'est mon stylo bic, pardon, je le pose. Il y en a qui sont partis sur Wikipédia, je crois. C'est mon stylo bic, je l'ai posé, c'est bon. Nico, J'aurais dit le rappeur ou Marciena ou le. Non, c'est pas un rappeur. Allez, vas-y. mais- c'est pas un rappeur, c'est un sportif. Moi, je le dis, c'est bon, ils savent pas. Moi, je Non, sais. bah, attends. Noah. Ah non. Allez, Et c'est Gasly, si on c'est Gasly. si on répond pas, Gasly. il a pas le droit de répondre. C'est Gasly. Allez. C'était Gasly, mais il marque pas le point, Geoffrey. Pourquoi? Voilà. Ils ont tous dit quelque chose. Eh non, Ben non, on n'a pas répondu. Il a pas répondu, Nico. Il a dit, c'est Non. le rappeur. Non, oui, mais il a pas dit de nom. Et après, il a dit Maracineanu. Non. Allez, Bon, vas-y. allez. Maintenant, l'autre. Allez. Pierre Gasly, c'était Pierre Gasly. D'ailleurs, la Formule 1 qui reprend le week-end prochain. Là aussi, c'est une connerie. Je vous pose une question, vous allez me dire de quel stade je parle. Je suis un stade. Quel est le stade qui se fait le plus d'argent? C'est une connerie, là. En fonction de son nom. Moi, je l'ai, mais je joue plus. L'Alliance Arena. L'Alliance Arena. Non. Il y en a Je joue deux- plus. il y Tu en a boudes, deux- Geoffrey, ou quoi? Ah, je joue plus. Donc, il y en a deux qui sont éliminés. Ouais, Koucha, vas-y.
Alors, du coup, j'ai le temps de réfléchir. Ah non, pas trop longtemps. Ce qui est bête pour Marvin, c'est qu'il a dit Alliance Arena juste après moi. Ouais, mais il y a eu un décalage, on va dire. Ouais. Oui, bien sûr. Allez. Je sais pas moi, C'est en Ligue 1, Koucha. c'est en Ligue 1 qui se fait beaucoup d'argent. Non, qui est le plus bankable, pas forcément mais qui est le plus rentable. Non, C'est ça, non non, c'est une connerie, je vous ai dit, les gars. Je Ah. dis le stade qui se fait le plus d'argent. C'est une connerie avec son nom. Je sais- Il faudrait chercher les noms Stade de la Méno. des clubs Non. de naming. Non, c'était le stade Francis Leblay. Ah oui. Ah putain, les gars, merde. Allez, vous allez vous départager sur la dernière question. J'accorde 5 points. Bim. Ouh. Allez. Pareil, c'est une connerie, les gars. Je suis rapide comme un lièvre. Futur Zizou comme Marvin. Et j'aime les galettes. De quel joueur je parle? Je suis rapide comme un lièvre. Futur Zizou comme Marvin. Et j'aime les galettes. Je vais la tenter, Mbappé. Là, vous avez le droit de dire des blagues. Hein. Martin Mbappé, non. Terrier. Martin Terrier. Bravo, Koucha. Ah. Martin Terrier. Bravo. Bravo. Et ça fait 7 points en tout pour Koucha. Et c'est une belle victoire de Koucha. Ah. Bravo, Koucha. Nico, c'était quoi le rapport avec Mbappé? Parce qu'il est rapide. Oui, c'est vrai. Bon, là, j'ai pensé au lièvre, Marvin Martin et le terrier parce que galette bretonne. Voilà. C'était ça. Marvin, merci d'avoir participé à l'émission. Ben, merci à vous pour votre invitation. Merci d'avoir participé au reste de l'émission aussi, au quiz et tout ce qui s'ensuit. Vous allez pouvoir retrouver le podcast comme d'habitude donc sur les plateformes donc, de streaming et YouTube. Merci à toi, Nico. Avec plaisir. Merci à toi aussi également, Koucha. Belle victoire. Merci tout le monde. Toujours. Bonne semaine à tous. Toujours pas de victoire de Geoffrey qui boude. Qui a quitté, je crois. Ouais, mais il a coupé le micro, il est parti, voilà. Ah. Et je vous souhaite en tout cas... C'est le mental comme à Paris. Ouais, c'est ça. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est la nouvelle génération dont on parlait. Voilà. En tout cas, Marvin, on te souhaite une bonne fin de saison. Ben, je vous remercie et vous aussi, plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci que tu réalises tes objectifs et peut-être à une prochaine fois. Ben, merci, bonne soirée les gars. Au revoir. Allez, ciao. Salut Ciao. tout le monde.